Der Frankreich-Block ist immer noch im Centre de Recherche Interdisciplinaire. Et neben mir sitzt jetzt der Gründer, Monsieur François Tadei. Vous êtes le fondateur du CRI, du Centre de Recherche Interdisciplinaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Centre de Recherche Interdisciplinaire est un lieu qu'on a ouvert pour que les étudiants puissent créer leurs propres projets. Donc c'est un lieu pour des vilains petits canards. Pour des vilains petits canards, ça me plaît. Et donc les vilains petits canards, on sait que si on les laisse grandir, ils peuvent devenir des champs intéressants. Et donc on a essayé d'aider les étudiants qui veulent faire des projets qu'ils ne peuvent pas faire facilement ailleurs, à les faire ici. Vous appartenez à Paris-Descartes, à l'université Paris-Descartes. Alors oui, on a un partenariat avec l'université Paris-Descartes qui nous héberge et qui donne les diplômes à nos étudiants en licence, en master et en doctorat. Vous avez donc passé des accords avec l'université Paris-Descartes, n'est-ce pas? Donc on travaille avec eux et on a une chaire de l'UNESCO et dans le contexte de Sorbonne Paris-Cité, qui est une nouvelle université qui regroupe Paris-Descartes, Paris Diderot, Sciences Po, les Languedoc et Paris 13, Paris 3. Il y a différentes universités et institutions de recherche qui sont partenaires de cette grande réunion d'universités qui doit être plus visible depuis Shanghai, depuis Berlin, depuis le monde entier. Et donc dans ce cadre-là, ils ont souhaité avoir un lieu pour l'innovation à l'heure du numérique. Et donc notre mission, c'est de réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de combiner ces trois choses à l'heure du numérique. Comment le CRI est né? Le CRI est né de la demande des étudiants. On a rencontré beaucoup d'étudiants qui souhaitaient faire des projets interdisciplinaires. On a rencontré beaucoup d'acteurs du monde de la recherche qui voyaient l'intérêt des recherches interdisciplinaires. Et pourtant, le système français est relativement rigide et il n'était pas facile d'avoir des lieux où on puisse faire des choses qui soient out of the box. Combien d'étudiants avez-vous? Alors aujourd'hui, on a à peu près 300 étudiants de la première année de l'université jusqu'au doctorat. Et systématiquement, ce qu'on essaie de faire, c'est ce que Humboldt, je pense, avait souhaité, c'est-à-dire donner la liberté d'apprendre, la liberté d'enseigner, la liberté de faire de la recherche, et faire de l'enseignement par la recherche et de l'apprentissage par la recherche le cœur de nos activités. Vous accueillir d'autres chercheurs comme le SUNLAP, j'ai parlé avec Florence, et aussi Transapi et d'autres. Comment vous les accueillez? Alors, on est ravis d'avoir, quand on repère des gens qui sont très innovants et qui ont des valeurs et des volontés d'avancer qui sont dans la même direction que nous, on est ravis de les inviter et de travailler avec eux. Et donc, on cherche, d'une part, on leur offre des locaux qui contribuent à louer avec nous parce qu'il y a un minimum de coûts dans la structure. Mais on les aide, par exemple, à faire des MOOC, pour rendre plus visible encore ce qu'ils font. On les aide à rencontrer nos étudiants, à éventuellement enseigner avec nous. Et en fait, le CRI, c'est un centre de recherche interdisciplinaire, mais c'est aussi un carrefour de rencontres intéressantes. C'est-à-dire que quelqu'un vient, propose un projet. Quelqu'un vient, propose un projet, et vous leur donnez aussi des cours à faire, de l'enseignement, vous les intégrez dans le cursus avec les étudiants. Exactement, donc on essaye de travailler avec des gens qui veulent faire des choses différentes. Et si elles sont complémentaires des choses qu'on fait déjà ou que nos étudiants veulent faire, alors naissent de nouvelles choses. Et par exemple, au début de chaque année, les étudiants se réunissent pour penser des projets. Les étudiants? Les étudiants. Et donc on appelle ça des clubs. Et chaque club étudiant naît au début de l'année, on leur donne un petit budget, ils nous écrivent un projet écrit sur qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'argent qu'on leur donne. Et ils peuvent dépenser cet argent pour acheter du matériel, inviter les meilleurs chercheurs mondiaux, organiser une conférence. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire avec cet argent. Et nous, on est là pour les aider à grandir. Alors il faut souligner, ce sont les étudiants et pas les professeurs qui font cette réunion. Ce sont les étudiants qui font ça, exactement. Et nous, on est juste là. C'est ce que disait Humboldt, en tout cas ce que j'en ai compris. Moi, j'ai compris que le rôle des enseignants, des professeurs, dans la vision de Humboldt, c'était pas justement d'enseigner le savoir, mais c'était d'être des mentors pour aider les projets des étudiants, que ce soit des projets individuels ou collectifs. Pourriez-vous nous décrire un de ces projets précis, par exemple? Un des projets qui a maintenant eu beaucoup de succès chaque année, parce que chaque année,
on peut recommencer de nouveaux projets ou continuer les projets des années avant. Donc celui qui existe depuis maintenant 8 ou 9 ans, c'est un projet qui s'appelle la biologie synthétique. Biologie synthétique. Oui. Hein, c'est une vision un peu Lego de la biologie où on peut démonter et remonter dans d'autres configurations. Et donc il y a une compétition qui est organisée par le MIT et depuis 8 ans, nos étudiants ont gagné chaque année en moyenne au moins un prix. L'année dernière, ils étaient champions du monde de biologie synthétique. Mais quand ils ont commencé à travailler là-dessus, il n'y avait aucun chercheur en France qui travaillait là-dessus. Donc c'est bien une innovation qui est venue des étudiants et qui a grandi. Et nous, on a simplement accompagné ce mouvement. Et maintenant, nos étudiants eux-mêmes ont créé un MOOC pour que les lycéens français, et c'est en anglais, ça va être traduit en espagnol, éventuellement en allemand, puissent s'emparer de ce sujet, qui est un des sujets prometteurs pour les biotechnologies de demain. Et donc on essaye de faire en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un apprend quelque chose ici, à chaque fois que quelqu'un crée un projet ici, ce soit plus facile pour que d'autres puissent apprendre la même chose ou que d'autres puissent créer des projets. Donc le but, c'est pas de créer un lieu élitiste, fermé, mais c'est de créer un lieu ouvert dans lequel on essaye de faire les choses aussi bien que possible et de les partager pour que tout le monde puisse en profiter. Vous avez évoqué votre plan international. Vous avez beaucoup de contacts avec d'autres nations, d'autres universités à travers le monde? Alors oui, beaucoup. D'une part, comme Paris est très attractif, on a beaucoup de visiteurs internationaux. On a presque 200 conférences données, la plupart en anglais par des professeurs internationaux qui passent ici. Tous nos cours sont en anglais, il faudrait peut-être le souligner aussi. Et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y a des fois nos anciens étudiants ou des présidents d'université qui ont visité ici ou d'autres acteurs qui sont venus et qui nous ont dit « mais nous, on aimerait faire ça chez nous. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et on a toujours dit oui, parce qu'on a toujours trouvé quelqu'un chez nous qui avait envie d'aider tel ou tel pays pour telle ou telle raison personnelle ou professionnelle. Et donc, par exemple, à Pékin, il y a Tsinghua, qui est la grande université chinoise, l'équivalent du MIT ou de l'école polytechnique ici. Sauf qu'ils ont 3 millions de candidats chaque année, 3000 sélectionnés, donc c'est une très forte pression de sélection avec d'excellents étudiants, mais ils trouvent qu'ils ne sont pas suffisamment créatifs, ils trouvent qu'ils ne sont pas suffisamment ouverts et pas suffisamment engagés dans la société. Et donc ils nous ont demandé de créer un projet qu'on a appelé Open Fiesta. Et donc Open Fiesta, c'est l'acronyme de Open Faculty, Open Innovation, Open Education, Open Science, Open Technology, Open Art, parce qu'on croit que l'art doit aussi être au cœur des apprentissages pour faciliter la créativité et l'épanouissement de chacun. Et donc on travaille sur ce sujet avec nos amis chinois. À Bogota, on a eu 2 enseignants-chercheurs de l'université qui sont venus et qui ont créé un lieu dans une université, il s'appelle le Tadeo Lab, parce que c'est l'université Tadeo Lozano, et ils ont créé un master design et sciences. Parce que c'était une chercheuse en sciences, une chercheuse en design qui ont décidé de travailler ensemble pour permettre à des étudiants d'horizons très différents de créer des projets sur cette interface-là. Permettez encore de revenir encore une fois sur une question. Vous êtes attaché à Paris Descartes, mais vous êtes relativement indépendant. Vous faites des choses que les rouages normaux de l'université ne permettent pas de faire. Tout à fait. On essaye de contribuer à... Disons que les universités françaises ont tout un tas de difficultés. Il y a certainement des difficultés financières, des difficultés administratives, il y a des difficultés... Le processus de Bologne qui a poussé à une forte scolarisation. Oui, il y a un certain nombre de contraintes historiques, nationales, internationales, qui pèsent sur, je pense, toutes les universités. Mais je pense que c'est un peu la même chose dans les grandes entreprises. Et on voit bien que les startups ont en moyenne plus de dynamisme que les grandes entreprises. Et donc nous, on est quelque part une start-up au sein de l'université qui peut faire des choses que la structure dans son ensemble ne peut pas faire facilement. Mais on l'a toujours fait en bonne intelligence avec les différents présidents de l'Université Paris Descartes, qui nous ont toujours soutenus, qui nous ont aidés au début à avoir des diplômes, éventuellement à avoir un peu de place. Il y a le doyen de la faculté de médecine qui nous avait donné nos premiers locaux. Donc on a essayé de fonctionner comme ça. Mais la difficulté principale en France, c'est l'argent. Et donc on nous a dit, mais vous pouvez faire des choses si ça ne nous coûte rien. Et donc il a fallu qu'on trouve d'autres acteurs qui acceptent de nous financer. Très bien, merci. Quelles matières sont concernées par le CRI? La littérature aussi? Alors le CRI est né dans une faculté de médecine avec des chercheurs qui étaient liés aux sciences du vivant,
mais qui travaillait aux interfaces avec la physique, les mathématiques, l'informatique, la sociologie, l'anthropologie. Et donc progressivement, on a étendu le nombre de disciplines qui sont faites au CRI. Mais dès le départ, on avait décidé de s'appeler Centre de recherche interdisciplinaire. On aurait pu dire Centre interdisciplinaire pour la biologie ou pour la médecine. Mais ça n'a jamais été la volonté. On s'est toujours dit, il manque d'un lieu qui soit ce carrefour de rencontres intéressantes dans lequel on puisse venir de différents horizons, rester un petit peu sur le carrefour, voir d'autres gens et éventuellement repartir et en accélérant à la sortie du carrefour pour aller faire d'autres choses. Et donc on a décidé de fonctionner comme ça. Et donc on accueille, beaucoup de nos étudiants s'intéressent à l'interface entre les sciences et les arts. Par exemple, on a un étudiant qui est à la FEMIS, qui est la grande école de cinéma en France, et qui est en train de finir sa thèse sur la créativité en art et en sciences. Magnifique. Magnifique. Bon, merci bien. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.